Je suis arrivée à Montméran en janvier 1954. Papa avait été nommé garde champêtre et maman concierge de mairie. Donc on logeait à la mairie de Montméran, au dernier étage. Au rez-de-chaussée de la mairie, il y avait à ce moment-là deux écoles de garçons, parce que les garçons étaient séparés des filles. Et au premier étage de la mairie, c'était la salle des mariages, la salle de réunion, plus le secrétariat de la mairie. Donc papa a pris ses fonctions de garde champêtre. Il avait de multifonctions, c'est-à-dire il devait s'occuper de la sécurité et veiller à ce qu'il ne se passe rien dans le village et dans la campagne, toujours perché sur sa mobilette et le képi sur la tête. C'était lui qui s'occupait aussi de la permanence des bains-douches, puisqu'il y avait des bains-douches en dessous de la salle des fêtes. C'était lui qui s'occupait avec maman des bains-douches le samedi. Maman était à la caisse. À ce moment-là, il n'y avait ni Internet, ni des SMS, ni rien. Il s'occupait aussi du marché aux fruits et aux légumes. Il se faisait devant l'ancien lavoir. Papa donnait le coup d'envoi avec un coup de sifflet. Tout le monde venait acheter. Maman s'occupait de pareil, d'encaisser, de faire les tickets de caisse. C'était quelque chose de très convivial, le marché aux fruits. Et puis, le reste du temps, il s'occupait. Bon, donc, dès qu'il y avait des manifestations en Montméran, il était obligé d'être présent. Et en grande tenue réglementaire, dont il était très fier, en plus. Et il l'a même emporté dans son cercueil. Voilà, notre vie à la mairie. Donc, j'ai passé toute mon enfance sur la place de la mairie, où il y avait déjà pas mal de commerces. C'était notre salle de jeu, la place de la mairie. Donc il y avait à ce moment-là, il y avait l'épicerie Casino. Ensuite, à côté, il y avait une modiste qui faisait ses chapeaux elle-même. Et toutes ces dames venaient se chapeauter chez Madame Pelurson. À côté, il y avait un négoce de fruits et légumes. De l'autre côté de la mairie, il y avait les caves Lafayette. C'était un négoce en vin et boissons. Et à côté, il y avait un café, hôtel, restaurant. Et en face, la pharmacie qui existe toujours. Oui. Tout ça, c'était sur la place. Et la place, à ce moment-là, n'était pas goudronnée, bien sûr. Et il y avait plein de tilleuls magnifiques. La place de la mairie, c'était quelque chose de très animé. Il n'y avait absolument pas de parking. Voilà, donc les gens se promenaient sur la place de la mairie, allaient dans les commerces. Voilà, toute mon enfance, je suis restée là jusqu'à mes 18 ans. Et donc il y avait des gens qui jouaient aux boules aussi, j'imagine, des choses comme ça, non? Pas de jeu aux boules, mais par contre, il y avait des fêtes foraines. Quand il y avait la vogue à Montméran, donc il y avait des forains qui s'installaient. Puis il y avait toujours de l'animation. Les enfants jouaient sur la place de la mairie. Moi, c'était ma salle de jeu, quoi, c'est tout. C'était formidable. On se retrouvait le soir à la veillée, on se retrouvait dehors, sur les bancs, parce qu'il y avait des bancs, on s'asseyait, on discutait. C'était formidable. Une vie très agréable sur la place de la mairie. Aujourd'hui, il reste le bar-restaurant, et il reste la pharmacie, et l'épicerie Casino, c'est la fleuriste, c'est tout ce qui reste. Il n'y a plus rien. Ouais. Ah oui, non, mais moi j'ai vu vraiment évoluer Montméran, vraiment évoluer. Les gens ne couraient pas dans les grandes surfaces, les gens restaient dans leur village, donc c'était toujours animé Montméran. On ne s'ennuyait jamais. Il y avait beaucoup de fêtes. C'était très agréable. Tous les événements, mon père était toujours là, et donc on en profitait, je vois, moi, dans ma jeunesse, il y avait beaucoup de balles à Montméran à cette des fêtes, on avait toujours le droit d'y aller, nous. On a vraiment profité de tout. Les fêtes foraines, on avait des tickets gratuits, c'était formidable, quoi. J'ai vu tellement de choses changer dans le village, en bien. Mais bon, maintenant, ce qui me fait... On avait beaucoup de commerces dans le village, beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Il y avait, je crois, 4 bars à Montméran. Il y avait 3 boulangeries. Il y avait beaucoup de commerces. C'est un petit peu ce qui me chagrine un petit peu maintenant.
Il n'y a plus grand-chose. C'est dommage, mais je pense qu'on y reviendra. Voilà, la vie de Montméran. Et moi, donc, jusqu'à 18 ans. Vraiment, toute la mairie, c'était sur la place de la mairie. Ah oui, elle a été très heureuse, hein, de toute façon, ma jeunesse à Montméran. Si j'y suis encore, ça veut dire beaucoup de choses. Même à mes arrière-grands-parents, je crois que c'était la boulangerie Grèce qu'on appelait quoi. Et alors, c'est là où il y avait le four banal, mais ce four banal, moi, je m'en souviens pas du tout. Le four banal, ben, c'était un four où les gens venaient cuire leur pain. Ils venaient cuire leur pain, quoi. Alors donc, mais c'était avant la guerre, ça, ou je sais pas moi, hein, parce que j'en ai entendu parler, mais c'est tout. Mon arrière-grand-père avait déjà la boulangerie. Mon arrière-grand-père, oui, je pense que c'est mon grand-père et l'arrière-grand-père, quoi. Voilà. Et puis après, ben, ma grand-mère donc a été seule pendant la guerre, hein, puisque moi, mes parents se sont mariés en 28. Alors donc, elle a fait ça après toute seule, quoi. Et alors, elle pétrissait à bras dans un pétrin en bois, ce que maintenant les gens s'en servent comme décor chez eux. Et puis, elle cuisait, elle faisait les fagots, elle mettait les fagots dans le four, elle cuisait le pain, la même chose. Ça, les fagots, est-ce que ça servait uniquement pour faire démarrer le feu dans le four et qu'ensuite on mettait des bûches? Je crois que c'était tous les fagots, mais il y avait des gros morceaux dedans, quoi. Alors c'était les paysans qui nettoyaient les bords de rivière, les bords de route et qui amenaient ça bien attaché, quoi. Et je me rappelle d'avoir vu ça à la maison, quoi, et les gens qui les apportaient. Maintenant, après peut-être il y a eu du bois qui était un peu plus peut-être travaillé, quoi, peut-être un peu plus, je sais pas. C'est uniquement pour compléter. C'est-à-dire que moi, il me semble, moi, j'ai pas l'expérience du four de la maison Michel, mais j'ai une toute petite expérience du four de Monsieur Blachand, parce que ma grand-mère achetait. Bon, et il y avait effectivement un tas de fagots qui étaient stockés pour ensuite être utilisés dans la boulangerie. Mais si je me souviens bien, il y avait aussi des bûches qui étaient peut-être comme ça, qui étaient refendues et qui devaient servir après l'utilisation des fagots. Et après le chauffage au bois, il y a eu le chauffage au mazout. Hein. On chauffait le four à mazout. Alors là, c'était simplifier le travail, quoi. Mais enfin, alors il a fallu faire une cuve dans la cour qu'on avait. Nous, il a fallu mettre une cuve pour mettre le mazout, quoi. Mes parents se sont mariés en 28 ou 29. Donc là, après, ma grand-mère a laissé, enfin, je crois qu'elle était quand même avec eux, mais elle a laissé la boulangerie, quoi, puisque mon papa était boulanger, pâtissier, hein, surtout, parce qu'il avait appris à la maison Perrard à Valence, qui était une maison renommée, pâtisserie Perrard. Bon, alors donc, il était un bon pâtissier, un bon boulanger. Et il avait appris à 13 ans, il avait appris la boulangerie à la Mastre. Alors en Ardèche, parce que ses parents étaient de la Mastre, alors il a pris à 13 ans, 12-13 ans, quoi, oui, 13 ans. Et puis, alors donc, après, moi, ma grand-mère a laissé, et mes parents ont pris, quoi, et alors, donc, ça s'est amélioré, mais ils avaient quand même un pétrin qui pétrissait, quoi, il y avait quand même, et puis après, ça a été des pétrins bien plus modernes, bien sûr, mais bon, voilà, on faisait toujours quand même le pain et la pâtisserie, bon.
Alors autrement, oui, ben tout à l'heure... C'est vrai que tout à l'heure, pardon, excusez-moi, vous aviez parlé de nettoyer les outils. Ah oui, ben quand on tirait les braises du four, c'était avec donc un râble, je disais, c'était un machin comme ça, moi je sais pas, enfin l'enfer quoi, c'était, et on sortait ça et ils mettaient ça dans des tonneaux en fer et on le mettait dehors et de là on tirait de la sandraille et de la charbonnille et les gens venaient chercher de la charbonnille, les clients venaient chercher, surtout les personnes âgées, pour mettre dans leur chaufferette. Alors on mettait dans la chaufferette, alors ils allumaient ça, ils se chauffaient comme ça. Et la sandraille, je ne sais pas ce que les gens faisaient, parce que c'était quand même des cendres avec un peu de la braise, de la charbonnille, mais très peu quoi. Alors je sais pas, ils mettaient dans leur jardin, je crois. D'ailleurs c'est un très bon compost. Voilà. Et puis alors donc ça, bon ben c'est une parenthèse de... ce qu'on en faisait quoi, et puis après donc ils nettoyaient leur four avec cet écouvillon. Alors c'était un grand manche avec un sac de jute pour nettoyer, mais qui était mouillé parce que pour nettoyer dans le four qui était chaud, il y avait encore des braises. Et puis après alors on avait, nous dans notre cour, puisqu'on avait une cour chez nous, on avait un trou comme ça qui était rempli par l'eau de pluie. Hein, on en mettait de l'eau quand il n'y en avait plus, on en mettait quand même quand il pleuvait pas, mais enfin à ce moment-là il pleuvait encore. Alors donc dans ce trou, ben, on secouait cet écouvillon et puis voilà, après on s'en resservait quoi, puis voilà. Hein. Et là tout à l'heure Robert il parlait du pain qui était pesé, parce que normalement on avait la baguette, le pain et les couronnes, les tourtes. Alors voilà, mais on n'avait pas un tas de pain comme on a maintenant. Ici, je crois qu'il y avait quand même la petite baguette et la grosse baguette. Et puis le pain qui faisait 1,5 kg, des fois il y en avait qui faisaient 2 kg, parce qu'il y avait quand même encore des gros pains, quoi. Et pour faire les tournées de pain, quand on a fait les tournées, après moi, je parle de moi, ma sœur aînée qui les a faites pendant 10 ans en voiture. Elle n'avait même pas son permis, qu'elle avait déjà conduit les voitures dans les chemins de campagne. Alors bon, parce qu'elle n'avait pas l'âge pour passer le permis, mais comme elle le conduisait, ben, elle est partie à la campagne. Alors c'est une parenthèse, enfin, bon. Et alors donc, on pesait le pain avant de partir de la maison, et il était chaud quand on le pesait, hein, parce qu'on n'avait pas une voiture chauffée, c'était le pain qui chauffait la voiture. Alors, on le pesait et on marquait. Et des fois, quand il arrivait chez le client, ben, il faisait plus tout à fait le même poids. Et ben, il y en a qui amenaient leur balance pour peser leur pain. Ça, ma sœur l'a eu, elle en avait, bon, ils pesaient leur pain, et alors, mon papa, qui était assez, vous savez, un peu vif, il lui a dit, la prochaine fois, tu prendras une poignée de miettes dans la voiture et tu leur donneras, tu leur diras que c'est ça ce qui reste de leur pain. Parce que c'est vrai que le pain, en le mettant chaud dans la voiture, il se brisait aussi, ça. Et les miettes, bon, ben, il y en avait, hein, voilà. Alors, c'est une petite anecdote, ça, hein, voilà. Bon, autrement, vous dire quoi? Ben, mais que mes parents ont bien dépanné beaucoup de gens pendant la guerre, je sais. Ça, je me rappelle de choses que les gens venaient de Valence chercher du pain parce qu'ils n'avaient pas assez pour manger à Valence, alors ils venaient en chercher. Et ça, bon, ben, en souvenir de mes parents, je vous assure qu'une fois, j'ai vu un monsieur qui a proposé des cigarettes à mon papa en lui disant voilà, puisque vous m'avez dépanné pour le pain, moi je vous laisse mes cigarettes. Et mon papa lui a répondu, mais vous ne fumez pas? Si, mais mes enfants ont faim. Eh bien, tu emportes tes cigarettes et tu emportes ton pain. Alors, et c'est comme on avait des tickets de pain pendant la guerre. Et ça, bon ben, ceux qui venaient de Valence, ils n'avaient plus de tickets, les pauvres. Mais comme nous, on avait un meunier ici à Montméran, qui était au puits là-bas, chez Sauré, on avait la possibilité, les gens qui récoltaient le blé, ils donnaient le blé et emportaient faire la farine là-bas. Et ça permettait d'avoir des farines pendant la guerre, de nourrir des personnes qui n'avaient pas. Voilà, bon, c'est une petite parenthèse que j'ai fait, et c'est pour ça, quand j'avais un papa qui était assez dur parce qu'il avait été élevé pendant la guerre aussi, et quand il avait 14 ans,
15 ans, 14 ans. Il est descendu à Valence chez le pâtissier et son papa lui a dit, en le laissant, parce qu'il y avait le train qui descendait en gare de Valence, et il lui a dit, voilà fils, maintenant tu vas gagner ta vie, on ne te demande rien, mais ne viens plus rien nous demander, à 14 ans. Alors, il se l'est tenu pour dit, tant et si bien que quand il a eu le service militaire, son papa lui avait donné 5 francs pour partir. Non, il lui avait envoyé quand il était au régiment, et alors il lui a dit, faut pas recommencer parce que les collègues m'ont dit que ça se perdait l'argent ici. Alors, il n'a pas voulu reprendre. Voilà, bon, ben, c'est encore une parenthèse, vous n'êtes pas obligé de le laisser. Hein. Et puis, autrement, bon, ben, qu'est-ce que vous voulez? Oui, ben, c'est comme ça. Et alors, c'est vrai que mon papa était assez dur, hein, il fallait travailler, quoi, mais ça a servi à tout le monde, même mes enfants, moi, ils disent, ça nous a servi à nous, parce que, voilà, ça nous. Et puis, dans le temps, c'était comme ça, quoi. Mais il avait un cœur d'or. Moi, j'ai toujours ma tante, qui était la sœur de maman, qui a toujours dit « ton papa, c'est un homme formidable ». Il avait un cœur d'or et il n'aurait pas laissé, vous savez, quelqu'un mourir de faim, quoi, ça, voilà. Et alors, une chose aussi, c'est que nous, on avait le téléphone chez nous. Alors, c'était pas courant à l'époque. Et alors, mon papa avait le numéro pour les pompiers. Alors, quand on téléphonait pour les pompiers, qu'il y avait un feu, ben nous, les filles, on partait appeler les pompiers d'un côté et de l'autre. On allait appeler, on descendait. Alors, une partait d'un côté d'en haut, l'autre de là, et l'autre descendait le village. Et on appelait les pompiers vite au feu. Alors, ils allaient se réunir là où il y avait, vers chez la pharmacie, il y avait les pompes pour les pompiers. Voilà. Bon, alors, hein, ma maman est décédée en 63. Donc, mon papa a continué avec moi, parce que mes sœurs, ben, j'avais 3 sœurs, puisque il y en avait 2 de mariées, bon, ben, elles étaient avec leur mari, l'autre était femme de militaire, alors donc elle était partie avec le militaire, et moi on a continué de 63, mais alors on a laissé la boulangerie avant. Juste un an avant que maman décède, je crois. On avait arrêté, on ne faisait plus que la pâtisserie parce qu'on livrait des pâtisseries à Valence, d'un gâteau sec et des gâteaux autrement aussi, des boulangeries surtout, quoi. Et on a continué jusqu'en août 65 que mes parents ont vendu à monsieur et madame Margier, qui arrivaient de Valence, quoi. Voilà. Lui, il était pâtissier dans la rue Faventine à Valence. Voilà. Et on a laissé là parce que, bon, moi, j'aurais peut-être pu continuer, mais il fallait envisager de prendre un pâtissier. Mon mari n'était pas du métier. Je l'aurais peut-être fait, mais enfin, bon, pas pour apprendre. Voilà. Alors, le métier de tailleur, c'est vrai qu'à une époque, les vêtements tout faits n'existaient pas, donc tout se faisait chez un tailleur. Alors, comment se décomposait le travail? On choisissait le tissu, on choisissait également la doublure, et ensuite, on prenait les mesures, puisque c'était des vêtements sur mesure. On prenait les mesures, puis ensuite, mon père faisait la découpe, c'est-à-dire il coupait et il montait, bien entendu, et on faisait un premier essayage. Donc la personne venait, elle essayait le vêtement qui était, je dirais, juste ébauché, juste faufilé, et on retouchait s'il y avait à retoucher, la position des manches éventuellement, et ensuite de quoi il y avait un deuxième essayage après avoir avancé le travail, c'est-à-dire terminer le montage, etc., etc. Et lors du deuxième essayage, si tout allait normalement, on terminait, c'est-à-dire on fixait les boutons, on faisait des boutonnières. Il y avait des boutonnières qui étaient faites à la main. Une personne un jour qui avait acheté un costume qui était venu la veille de Pâques à 8 heures du soir pour le dernier essayage. Il y avait une petite retouche et
ce monsieur qui se rendait à la messe de minuit, en sortant de la messe de minuit, est venu récupérer son costume qu'il a pu porter pour aller à la messe le jour de Pâques, tout nickel, etc. Le jour de Noël. C'était peut-être le jour de Noël. Oui, ou la veillée Pascal. J'ai dit la veillée Pascal, peut-être. Et effectivement, donc, ça veut dire que lorsque les clients choisissaient un tissu, il y avait deux formules. Les tailleurs à cette époque avaient des stocks de coupons. Mais ces stocks de coupons, à un moment, ça s'est un peu épuisé, et le choix s'est fait sur ce qu'on appelle des échantillons, c'est-à-dire des petits bouts de tissu comme ça, ce qui n'est pas très facile. Alors, pour un professionnel, on peut déjà imaginer, mais le particulier qui vient acheter un vêtement et qui doit choisir sur un petit échantillon, c'est un peu compliqué. Mais ça permettait aux tailleurs de ne plus avoir du stock d'avance. Parce que si vous regardez de partout dans notre pays maintenant, les gens ne veulent plus avoir de stock. Parce que c'est ce qui coûte. Les tailleurs aussi. Voilà. Et puis donc ce métier de tailleur s'est étiolé. Alors en plus mon père lui aussi a une santé chancante, mais ça a disparu avec l'apparition donc des vêtements de la confection, bien entendu. Et puis c'est sûr que quand vous achetez un vêtement qui est tout fait, vous le voyez dans une vitrine, vous le voyez, vous pouvez l'essayer, alors que chez le tailleur, vous choisissez sur un petit bout d'échantillon et vous vous dites, est-ce qu'il va réussir mon vêtement ou est-ce qu'éventuellement il va, je dirais pas manquer, mais enfin qu'il soit pas parfait. C'est plus facile quand on voit des choses toutes faites. Moi j'ai le souvenir, quand tout à l'heure on parlait du monsieur qui était cordonnier et qui vendait également des chaussures sur la place du Temple, monsieur Bélissard, on allait chez lui, ma mère me disait, il faut que tu achètes des chaussures chez lui parce que c'est un client à nous, donc on doit se faire travailler d'un commerçant à l'autre. Et j'allais chez ce monsieur Bélissard, je devais choisir entre 3 paires de chaussures. Et il n'était pas question que je parte en disant, ça ne me plaît pas. Il fallait que je parte avec une paire de chaussures. Alors, inutile de vous dire que lorsque j'ai eu 12 ans et lorsque je suis allé à Valence et lorsque j'ai vu la vitrine de chez André où il y avait des chaussures, en veux-tu, en voilà, c'était fini de choisir sur 3. Voilà. Alors, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui ont raisonné comme ça et puis voilà, ça tuait le métier de tailleur, quoi, en définitive. Alors maintenant, des tailleurs, est-ce qu'il en reste dans des villes comme Valence qui sont de 70 000 habitants? J'en suis pas certain. Si on prend une ville comme Lyon, qui est une ville importante, il doit y avoir quelques tailleurs, mais parce que ça va aussi de pair avec les gens qui sont avec de belles situations, qui peuvent s'offrir, qui peuvent se consacrer une somme importante pour se vêtir. Mais autrement, il y en a pratiquement peu. Il y en a pratiquement peu.